arlésiennes sont très anciennes, puisqu'elles ont été accumulées par les érudits dans un premier temps et les autorités de cette ville depuis le XVIe siècle. Dès la période du XVIe, XVIIe siècle, les couvents avaient par exemple l'obligation de s'ouvrir régulièrement pour que le public puisse aller voir les œuvres qui étaient entreposées. Le musée a donc été ouvert en 1995 et depuis, il organise les collections anciennes, mais aussi les collections qui sont trouvées régulièrement à travers les fouilles et qui sont ainsi présentées au public lors de manifestations tout à fait exceptionnelles. On a une fréquentation désormais de l'ordre de 250 à 300 000 personnes. La dernière exposition, César pour mémoire, en étant un des exemples les plus significatifs. La qualité des collections arlésiennes repose sur plusieurs points. Le premier, l'abondance et la qualité donc des pièces lapidaires. Arles possède la collection de sarcophages paléochrétiens la plus importante au monde, après celle de Rome, ce qui n'est pas rien, et une des plus belles collections de sculptures augustéennes du pays. En revanche, il y a beaucoup d'autres objets qui trouvent leur place chez nous, et ce sont les objets de la vie quotidienne, qui apparaissent en masse, notamment à la suite des fouilles qui ont pu être conduites dans le Rhône depuis une vingtaine d'années. Le musée possède une collection qui est évaluée à une trentaine de milliers d'œuvres, enfin, ou du moins de documents. Mais comme nous sommes un musée archéologique, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont conservées dans nos murs, mais que l'on considère non pas en tant que document individuel, mais plutôt en masse. Les tessons, par exemple, ou les fragments de verre qui sont importants pour nous, qui nous permettent de comprendre le passé et qui donc sont conservés à juste titre, représentent des centaines de milliers d'éléments. Et le musée d'Arles a donc une particularité, celle de pouvoir maîtriser la chaîne archéologique depuis le moment où les fouilles ont été autorisées et sont conduites, en terre ou en mer ou dans le fleuve, jusqu'au moment où elles sont présentées au public. Entre ces deux pôles, il y a des dizaines et des dizaines d'opérations et de très nombreux métiers qui interviennent pour que les documents, les collections, voire les œuvres dans certains cas, puissent être traités de la meilleure manière qui soit. Les objets sont donc inventés, comme on le dit fort joliment, par l'archéologue, puis arrivent au musée où il faut bien évidemment les inventorier, il faut bien évidemment les documenter, les photographier ou les dessiner, mais surtout les protéger physiquement. Pour cela, nous faisons appel à des spécialistes qui vont permettre de donner à ces objets le maximum de chances d'être conservés le plus longtemps possible. On a donc toute une pratique là aussi professionnelle qui permet de protéger au mieux pour que tous ces vestiges soient conservés et aimés de la manière la plus forte qu'ils soient. Un musée labellisé de France focalise sur des missions et des compétences obligatoires fondamentales qui tournent autour de ces quelques grandes thématiques qui sont d'une part la conservation des collections, l'inventaire des collections, la diffusion, c'est-à-dire transmettre aussi les collections, transmettre un savoir. Les collections sont conservées en réserve, du moins pour celles qui ne sont pas présentées au public. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est parfois en réserve qu'on a une quantité assez importante, voire très importante, comme c'est le cas pour le musée de l'Art antique, d'objets et d'œuvres. Chez nous, elles sont évaluées en cumulant dépôts de fouilles et collections entre 15 et 30 000 pièces. Alors une réserve, évidemment, c'est un lieu sécurisé, puisqu'il y a beaucoup de collections. On y travaille énormément, donc c'est un lieu qui est susceptible de recevoir des conservateurs, mais aussi des restaurateurs, des chercheurs, des étudiants. Donc il y a des consignes évidemment de sûreté et de sécurité, à la fois pour les personnes et pour les objets, qui sont extrêmement importantes. Alors le choix d'une programmation qui a privilégié
L'une des missions qui était le conditionnement vient d'un souhait d'adapter les locaux à nos objets, tout simplement. Donc on est toujours dans une problématique qui est d'optimiser les conditions de stockage des objets. On a toujours envie, après cette première phase de réussite dont le rangement qu'on peut voir peut témoigner, on est très motivé pour en faire plus et mieux. L'objectif, c'est de terminer de traiter ce type de collection, donc de poursuivre dans ce traitement rétroactif. Le second objectif, c'est de régler les problèmes liés aux contraintes climatiques parce qu'on a un bâtiment qui est très mal isolé. Et enfin, l'ensemble, quand même, est l'objectif final de toute cette programmation et d'obtenir des réserves optimales qui nous permettront à terme de recevoir le matériel nouveau et de résoudre le problème de place et d'aboutir un jour à la conception peut-être d'une réserve externalisée. Alors, par conservation préventive, on entend toutes les actions indirectes qui peuvent améliorer les conditions de conservation et donc réduire les risques autour des collections. Ça peut se traduire très diversement. De nombreuses actions peuvent être menées pour réduire ces risques, en particulier des actions autour du climat, des actions pour améliorer les conditions de rangement, réduire les infestations. Et puis, ça peut aussi passer par des campagnes de dépoussiérage de collections, des campagnes aussi de formation de personnel. Voilà. À Arles, depuis 2005, on a mené plusieurs actions. On a participé à des études qui permettaient de faire des propositions pour améliorer les conditions de rangement de certaines réserves. On a aussi réalisé des conditionnements sur mesure sur plusieurs milliers d'objets et on a mis en place une systématique de rangement et de signalétique pour le conditionnement de plusieurs dizaines d'années de fouilles. Le dépoussiérage est un acte majeur en conservation préventive. Il permet de vérifier, entre autres, le marquage de l'objet, son état de conservation et l'éventuelle présence de moisissures. Le but du dépoussiérage est de redonner une lisibilité à des collections, de réduire le développement des moisissures et bien sûr d'améliorer la conservation sur le long terme. Pour cette opération, on utilise un aspirateur équipé d'un filtre EPA contre les moisissures, ainsi que des embouts équipés de brosses douces de différentes tailles. Avant de commencer l'opération de dépoussiérage, on vérifie l'état de surface de l'objet et on démonte éventuellement les parties mobiles. La personne qui effectue le dépoussiérage portera une blouse, des gants ainsi qu'un masque. Selon l'état de conservation des collections, les objets les plus fragiles et les plus dégradés seront confiés à un restaurateur. Un dépoussiérage doit être obligatoirement associé à d'autres mesures préventives, comme un contrôle des conditions environnementales et un assainissement de l'air. Ces mesures permettent d'éviter des interventions curatives lourdes et coûteuses. Un objet qui entre dans les collections d'un musée doit être obligatoirement inventorié. Une fois passé cette étape, le numéro d'inventaire peut être marqué sur l'objet. L'objectif est ici d'identifier l'objet en réserve et de pouvoir le rattacher à sa fiche d'inventaire. La technique du marquage est assez simple à mettre en œuvre. On utilise un stylo technique ou bien une simple plume
que l'on utilise pour noter le numéro d'inventaire à l'encre de Chine noire ou blanche selon la couleur de l'objet considéré. Ce numéro d'inventaire va être noté entre 2 couches de vernis acrylique et ce vernis est composé en bonne partie de paralloïde B72. Avant de commencer, on peut vérifier la consistance de ce vernis qui doit être assez liquide. Voilà, donc là notre vernis a la consistance souhaitée. Je vais donc pouvoir mettre sur l'objet la première couche de vernis. Voilà qui est fait. Il n'y a plus qu'à attendre environ un quart d'heure avant de pouvoir noter le numéro sur la première couche une fois sèche. D'autres techniques sont également utilisées en fonction de la nature des collections concernées, par exemple les textiles, les documents graphiques, etc. Dans la mesure du possible, on essaie de systématiser l'emplacement du marquage selon les typologies d'objets afin de mieux repérer ce marquage. Ce travail de longue haleine est indispensable à la bonne gestion des collections du musée.